Hello. Hello. Good afternoon, and welcome to this first session on the track A. My name is Dr. Leo Zeken. I work for UNAIDS. I'm the UNAIDS Country Director for Nigeria. I'm also a member of the International Steering Committee. And on behalf of all the organizers, really want to welcome you. This is an abstract-driven session as part of the track A, dealing with HIV co-infection, tuberculosis, hepatitis, and other bacterial agents. We will be having two apps presentation about on two abstracts. I don't know if speaker Adam Abdullahi, we're still missing him. If he's in the room, he can really join the panel. The two abstract basically would be looking at monitoring mutations and drug resistance in HIV patients. So as we put more people on treatment, it is also important that we monitor drug resistance and mutation because of the implication in terms of treatment effectiveness, capacity to adapt treatment plans. It also has an implication on preventing transmission, especially looking at the situation where you've got mutants that could spread very quickly and rapidly, improvement of patient outcomes in the sense that the earlier we can detect, so any drug resistance or any mutation, the better we can switch the protocol and ensuring that we can improve the patient outcome. So the first speaker, it's Edwige Dagba from Benin. She will be making a presentation looking at genetic diversity, but also mutation for drug resistance in a cohort of children living with HIV and AIDS in Benin. That will be the first presentation. Then the second presentation, still on genetic diversity and drug resistance, we'll have a presentation on developing a robust in-house genotyping assay that can enhance and enable us to detect drug-resistant mutation in low-level viremia samples, as guided by WHO. Each of you will have a 10-minute presentation. I hope we will have time for question and answer, and hopefully we'll bring the session to a close at 1:50. So we have about 40 minutes, so we have some time, so to take questions and answer if needed. Without any further ado, I will invite you, Edwige, to come to the stage and deliver your presentation. You've got 10 minutes. Thank you. Bonjour à tous, je suis Edwige Germion Dagba-Bwessin, je viens du Bénin et je suis là pour vous présenter les premiers résultats de mes travaux de recherche qui entrent dans le cadre de mon doctorat en virologie à l'université Nazi-Boni du Burkina Faso. Donc le titre est intitulé « Diversité génétique et profil de résistance du VIH-1 chez les enfants vivant avec le VIH et suivi sur 5 cycles de prise en charge du Bénin ». Slide. 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 Alors, nous vous dirons qu'environ 1,5 million d'enfants vivent avec l'infection dans le monde, selon les rapports de l'OMS, et 57% de ces enfants sont sous traitement ARV. En Afrique, principalement l'Afrique subsaharienne, héberge plus des 2 tiers de ces enfants. Maintenant, au Bénin, selon le rapport du Spectrum 2021,
nous avons environ 3 689 enfants qui vivent avec cette infection dans notre pays. Et parmi eux, 64,84% sont sous traitement ARV. Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, en matière de thérapie antirétrovirale chez les enfants, c'est calqué en fait sur les recommandations de l'OMS, avec un traitement dépendant de l'âge et du poids de l'enfant. Alors, selon un rapport 2021 de l'OMS par rapport à la prise en charge thérapeutique chez les enfants, il a été révélé que près de 50% des nourrissons qui naissent diagnostiqués, je veux dire diagnostiqués positifs en Afrique subsaharienne, naissent en fait infectés par des virus déjà résistants. Et ces virus proviennent certainement d'un héritage parental du fait de la généralisation, je dirais, de la prévention de la transmission mère-enfant avec l'utilisation des non-nucs. Mais à cela s'ajoute également le problème d'administration du traitement aux enfants qui dépend des adultes, soit géniteurs ou tuteurs des parents, et qui ingère aussi un problème d'inobservance qui, par la suite, peuvent entraîner, je veux dire, la survenue des résistances. Donc, au Bénin, en 2020, nous avons eu à faire une étude sur les adultes, chez les adultes, sur les adultes naïfs de traitement ARV. Et cette étude a révélé que plus de 10% de ces adultes étaient infectés par hébergeaient en fait des virus résistants. Alors, c'est dit que le problème de la résistance est important et qu'il faut s'y intéresser. Chez les enfants, par contre, au niveau pays, nous avons eu très peu d'études dans ce domaine. Slide. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons initié ce petit travail pour caractériser en fait la résistance aux antirétroviraux chez les enfants vivant avec le VIH sous traitement. Plus spécifiquement, il s'agissait de décrire les mutations de résistance sélectionnées par le VIH1 chez les enfants vivant avec le VIH et en échec virologique, de documenter la diversité génétique chez ces enfants-là. Slide. Alors, quelles sont les méthodes que nous avons utilisées? Déjà, c'est une étude prospective qui a démarré en novembre 2020. Nous avons d'abord obtenu l'approbation du Comité national éthique pour la recherche et la santé au Bénin. Et cette étude a eu pour cadre deux départements qui, en fait, sont les départements affiliatifs dont la filature représente 37% de toute la filature enfants du pays. Et dans ces départements, nous avons eu à sélectionner 5 sites de prise en charge. Et cette sélection a été faite sur la base également de la filature. Et parmi ces 5 sites, nous avions 3 qui se trouvaient dans les formations publiques et 2 en privé. Alors, quels étaient les critères de sélection? Il fallait être enfant vivant avec le VIH de moins de 15 ans, être sous TAR depuis au moins 6 mois et avoir donné son consentement ou son assentiment selon le cas. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons eu à faire des prélèvements sanguins groupés et par site. Et sur ces prélèvements, nous avons d'abord confirmé le statut sérologique. Par la suite, nous avons évalué les échecs éventuels immunologiques. Puis, nous avons mesuré les charges virales pour apprécier l'échec virologique, justement. Et par rapport aux charges virales, nous avons fait les charges virales à T1. Et c'est seulement les enfants qui, à T1, étaient détectables, donc charge virale supérieure à 40 copies, ont bénéficié d'un renforcement d'observance. Et 3 mois après ce renforcement, nous avons eu à procéder aux charges virales à T2. Slide. Alors, la mesure des charges virales, nous l'avons effectuée avec le système Abbott. Ensuite, l'extraction de l'ARN, nous l'avons faite avec le Virosec. Puis, nous avons fait une PCR initiée. Et le séquençage proprement dit a été fait avec le 3500 ABI de Applied Biosystem. Alors, les séquences d'intérêt étaient en fait toute la protéase et les 300 premiers acides aminés de la reverse transcriptase, ce qui nous a permis d'obtenir un produit d'une longueur de 1,8 kilobits. Par la suite, nous avons eu à identifier les différents sous-types en utilisant le logiciel CView. Slide. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Déjà, nous avons enrôlé au total 305 enfants vivant avec le VIH et parmi eux, nous avons eu 47 qui étaient en échec virologique, ce qui représente environ 15% d'échecs. Et ces enfants, l'âge médian était de 112 mois. Ils étaient en majorité de sexe féminin. Les CD4, comme nous le voyons, sont à 764 la moyenne.
la charge virale moyenne était à 4,43 log. Slide. Alors, sur les 47 enfants en échec, nous avons eu un taux de réussite de 86,48% au test de génotypage et les résistances ont été observées chez 32 sur les 37, ce qui fait un taux de 86,5%. Maintenant, par classe antirétroviraux, nous avons eu 84% de résistance au NUC, 90% au non-NUC, environ 13% aux IP, et nous avons également eu des dual classes à un taux de 78%. Slide. Slide. Okay. Par rapport aux mutations aux inhibiteurs de la protéase, la mutation majoritairement rencontrée était la I5420 à 75% qui donne une résistance à l'opinavir, en l'occurrence. Slide. Par rapport au NUC, nous avons eu en majorité la M184 valine à 89%, qui confère une résistance à la lamivudine ou à l'antricitabine. Mais nous avons également noté 40% de TAMS. Slide. Par rapport au non-NUC, la mutation majoritaire était la K103N à 59%, qui confère une résistance à la nevirapine et à l'efavirenz. Slide. Alors, au total, nous avons eu, pour la diversité génétique, nous avons eu une prédominance des CRF02AG, mais nous avons également eu 8 formes recombinantes uniques. Alors, au bout de ce travail de détermination des sous-types, nous avons pu apprécier la proximité entre ces sous-types, et c'est ça qui a justifié l'arbre phylogénétique de type phylogramme que nous avons réalisé et que vous voyez là. Slide. Alors, en conclusion, discussion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que nous avons une forte proportion de résistance au non-NUC et au NUC, comparable à celle observée en général dans nos pays, Sénégal, Mali, etc. Nous avons eu une diversité génétique caractérisée par une forte proportion de CRF02, qui est la souche majoritaire rencontrée en Afrique de l'Ouest, au Bénin déjà et en Afrique de l'Ouest également. Mais nous avons eu aussi 8 formes recombinantes uniques, dont un CRF4302 qui a été isolé en 2008 en Arabie Saoudite. Alors, quelles sont les actions que nous proposons au vu de ces résultats? Nous proposons déjà de communiquer sur les risques liés à l'interruption de traitement, de dynamiser les séances d'éducation thérapeutique, également, comme l'a préconisé l'OMS, de faire la surveillance de la résistance en identifiant et documentant les fréquences de ces résistances-là, de rassembler et de communiquer également les données. Alors, il y a déjà eu des approches de solutions pour pallier à cette problématique de résistance aux antirétroviraux, telles que l'utilisation généralisée de la dolutegravir, mais je voudrais également attirer l'attention sur le fait qu'il pourrait également avoir des résistances, justement au vu des résultats que nous avons eus. C'est une possibilité et qu'il serait important de penser à faire des études de surveillance justement par rapport à l'utilisation de ces inhibiteurs d'intégrase. Nous proposons également de faire la promotion, comme solution, nous proposons de faire la promotion de l'utilisation des tests génotypiques en routine. Aussi, il y a une piste qu'on pourrait bien explorer, c'est la piste de la thérapie par ARV injectable à périodicité réduite semestrielle ou annuelle qui pourrait beaucoup régler le problème d'observance au niveau des enfants. Il y a déjà eu, je pense, des travaux qui sont en cours chez les adultes et nous proposons qu'on pense à cela également pour les enfants. Slide. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire il est temps de se concentrer le maximum d'efforts et d'attention sur les enfants à travers une prise en charge biologique plus disponible et allégée. Mais comment? En renforçant déjà la capacité des laboratoires à identifier les résistances. Et on peut également développer des kits rapides, pourquoi pas de détection précoce des principales mutations que nous rencontrons dans nos pays. Aussi, on souhaiterait un accompagnement des autorités, des bailleurs, des ONG, de tous les pays, un accompagnement pour tous les pays dans la surveillance de la résistance aux ARV chez les enfants. Je vous remercie. Alors, je ne saurais finir mes propos slides
sans remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail, déjà mon pays. Ensuite, je remercie également le Fonds mondial, ICASA, les personnalités du programme santé de lutte contre le sida, mon supérieur hiérarchique, Dr Keke René, et également Dr Edmond Chiakwe, et Dr Nicole de l'Institut régional de recherche pour le développement qui nous a aidés pour la partie phylogénie. Slide, je vous remercie. Can you hear me? Thank you so much. Are you the one? Okay, so thank you. I really want us to clap for Edwige for keeping the time. She made it in 10 minutes, so exactly, which was great. A great presentation in the context of the Global Alliance to End AIDS on Children. Not only are we not able to identify enough children living with HIV and AIDS and then putting them on treatment, but also we are faced with drug resistance. And in the case of Benin, it was good to see that it was a research that led to concrete action around patient education, around the need to strengthen surveillance, and also a situation where we need to do more advocacy and also more monitoring. We want us to take the second presentation, and then hopefully we'll open it, so for general discussion. You could ask questions to Edwige and also ask questions, so to Edmond. Without any further ado, I'll give you the floor. Go ahead. Thank you. 10 minutes, please. Okay. Good afternoon, everyone. Please slide, please. So today I'm going to present the result of our studies. The slide will be in English, but my presentation will be done in French. Donc, mon nom est Armando Diou. Bonjour à tous. Mon nom est Armando Diou. Je vais vous présenter les résultats de notre travail de recherche qui porte sur le développement d'un protocole de caractérisation des mutations de résistance chez les patients avec les faibles charges virales dans notre contexte. Slide, please. So, comme on l'a vu précédemment, la résistance du VIH aux antirétroviraux est un problème majeur de santé publique et qui impacte beaucoup les programmes de santé, les programmes de traitement actuels. Cependant, on se rend compte de plus en plus que, en plus des mutations qui sont présentes chez les patients avec des charges virales élevées, on remarque également qu'il y a des mutations de résistance qui se développent chez les patients avec une faible charge virale. Actuellement, on sait qu'il y a 3 méthodes principales pour la caractérisation de la résistance dans notre contexte et ailleurs d'ailleurs. Ces 3 méthodes sont le séquençage par la méthode de Sanger qui permet de déterminer ou de détecter les mutations de résistance dans les populations virales majoritaires. Par la suite, il y a les mutations, les point mutation ou alors les mutations ponctuelles qui permettent d'identifier les mutations de résistance qui sont déjà identifiées. Et enfin, il y a le Next Generation Sequencing qui permettent quant à elles de détecter en plus des variants majoritaires également des variants minoritaires. Cependant, on sait également que dans le gold standard actuellement recommandé pour l'évaluation de la résistance reste le séquençage par la méthode de Sanger qui permet d'identifier chez les patients en échec de traitement les résistances chez ces patients-là. Slide, please. Donc, comme je le disais précédemment, il y a un débat actuellement dans la communauté scientifique en ce qui concerne le seuil à partir duquel on doit considérer un patient en échec de traitement dans notre contexte, notamment. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'ailleurs, comme en Europe par exemple, le seuil pour déterminer l'échec virologique est fixé par exemple à 50 copies par millilitre, comme c'est le cas en Europe. Pourtant, dans notre contexte camerounais et africain, ou en général dans les pays à ressources limitées, ce seuil a été fixé à 1000 copies suivant les recommandations de l'OMS. Vous vous rendez bien compte qu'il y a donc certains patients,
qui sont entre 50 copies par millilitre et 1000 copies, c'est-à-dire inférieur à 1000 copies, pour qui il n'y a pas d'intervention précise qui sont mises en place ou alors qui sont recommandées jusqu'à très récemment dans les nouvelles recommandations de l'OMS. Or, on sait bien que chez ces patients-là, de plus en plus d'études ont montré qu'il y a un risque d'échec plus accru, d'échec biologique plus accru, mais également un risque plus élevé d'émergence de la résistance, ce qui, dans notre contexte, montre qu'il y a un intérêt à s'apaisantir chez ces patients-là. Actuellement, la plupart des tests recommandés, que ce soit les tests commercialement disponibles ou alors les tests qui sont mis au point par nos laboratoires, utilisent un seuil de 1000 copies par millilitre qui, dans ce contexte-ci, si on veut étudier les populations virales, les populations ayant une faible charge virale ne pourront être utilisées. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette étude-là, nous avons voulu développer un protocole qui permettra de détecter les mutations de résistance en dessous du seuil OMS et qui permettra peut-être plus tard d'être utilisé dans notre contexte. Slide, please. Donc, pour réaliser ce travail, nous sommes partis d'une cohorte de 280 adolescents vivant avec le VIH, sous traitement depuis au moins 6 mois, et qui ont été suivis dans l'un des plus grands centres de prise en charge de notre pays. Et ces adolescents-là étaient pour la plupart infectés par voie périnatale, et la médiane de traitement pour la plupart était de presque 10 ans, et environ la majorité était sous traitement à base d'efavirenz pour ceux qui étaient en première ligne, ou alors à base de traitement de l'opinavir pour ceux qui étaient en seconde ligne. Donc, dans cette cohorte-là, nous avons sélectionné 124 échantillons de plasma issus de 86 de nos adolescents, dont 89 avaient une charge virale élevée, c'est-à-dire supérieure à 1000 copies par millilitre, et 35 avaient une charge virale inférieure au seuil de 1000 copies, c'est-à-dire entre 200 et 999 copies par millilitre. Pour chacun de ces échantillons-là, nous avons passé un test de génotypage de la résistance en utilisant notre protocole. Et ce test, de façon basique, brièvement, il commence par une extraction de l'ARN, comme habituellement, suivi d'une amplification par PCR. Sauf que, ici, dans le cadre de ce travail, nous avons testé différents protocoles de PCR, c'est-à-dire on a modifié les conditions de PCR et on a optimisé. Et enfin, le protocole PCR qui avait le meilleur rendu de résultats a été utilisé pour l'ensemble des échantillons. Par la suite, les séquences qui étaient obtenues sont passées au séquençage par la méthode de Sanger. Et ensuite, les séquences obtenues ont été comparées entre elles et à les séquences de référence pour déterminer la diversité génétique de nos souches. Et les mutations de résistance pertinentes ont été analysées en utilisant l'algorithme de Stanford. Il est également important de noter ici que notre protocole... Oh, this slide, sorry. A slide, please. Il est également important de noter ici que notre protocole est particulier. Slide again, please. La particularité de ce protocole-ci, slide, please. La particularité de ce protocole-ci est que, contrairement à la plupart des protocoles qui sont souvent disponibles pour les patients avec les faibles charges virales, nous n'avons pas eu besoin de faire une ultracentrifugation, c'est-à-dire de concentrer la quantité de plasma dans nos échantillons, ce qui nous a permis d'utiliser un protocole avec une faible quantité de charge de plasma à la base. Et donc, c'est un principal atout parce que l'ultracentrifugation nécessite parfois des équipements qui ne sont pas disponibles dans nos laboratoires. Slide, please. Donc, après avoir appliqué ces différents protocoles de PCL, le protocole ci-contre a été celui qui a fourni les meilleurs résultats. Sans trop entrer dans les détails, il faut savoir que nous sommes partis de 10 microlitres de notre ARN de départ, à partir duquel on a fait une RT-PCR, et 5 microlitres d'ADN complémentaire a été utilisé pour le second round de PCR. Et donc, cela nous a permis donc, de faire le génotypage de l'ensemble de nos échantillons. Slide, please. Sur les 124 échantillons qui étaient disponibles, nous avons pu obtenir 115 avec 115 séquences qui étaient interprétables, c'est-à-dire un taux de réussite de 92%, dont 85% chez ceux avec une faible virémie et 95% chez ceux avec une virémie élevée, comme vous pouvez le voir sur la figure ci-contre. En ce qui concerne la diversité génétique, slide please. En ce qui concerne la diversité génétique, ici, on s'est rendu compte, comme ça a toujours été le cas en Afrique centrale et de l'Ouest, qu'il y avait une très grande diversité génétique des souches virales qui circulaient dans notre population d'études, mais une forme recombinante qui était la plus identifiée, qui était le CRF02AG, qui était majoritaire dans notre contexte, mais aussi la co-circulation de certains sous-types PU, notamment le sous-type A et le sous-type G.
En ce qui concerne la résistance, slide please. En ce qui concerne la résistance, de façon dans l'ensemble, le taux de résistance était très élevé, aussi bien chez ceux avec une virémie élevée que chez ceux avec une virémie basse. Et si c'est qu'on se concentre sur ce tableau, par exemple, on se rendra bien compte que ceux avec une virémie élevée avaient une proportion de résistance encore plus élevée, mais une virémie basse, pardon, avec une proportion de résistance encore plus élevée que ceux avec une virémie basse. De même, le taux de résistance aux unités non nucléosidiques et aux unités de la protéase était également plus élevé chez ceux avec une virémie basse, ce qui, dans notre contexte, est assez alarmant. Pourquoi? Parce que ces patients-là sont considérés comme étant un succès de traitement. Or, il n'y aura aucune intervention dans ce contexte qui avait été recommandée pour ces patients, donc ce qui a pour conséquence d'augmenter les risques d'échec virologique et donc d'accumulation de mutations de résistance. Si on regarde de plus près les mutations qui avaient été identifiées, slide please. Si on regarde de plus près les mutations qui avaient été identifiées, sans surprise également, on avait les deux principales mutations étaient la K103N et la M184V, qui sont les deux principales mutations qui ont été identifiées au cours des 30 dernières années du fait de l'utilisation intensive des inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Également, ce qui a attiré notre attention dans le cadre de ce travail est le fait que malgré la part importante des patients en seconde ligne de traitement, ils étaient presque 50%, très peu de résistance a été identifiée sur le gène de la protéase, ce qui montre que chez ces patients-là, l'échec de traitement était majoritairement lié à une mauvaise adhérence. Également, on se rend compte que dans notre travail, il y a deux mutations majeures de résistance aux inhibiteurs de l'intégrase qui ont été identifiées. Il s'agit de la R263K et de la G140R, qui sont les mutations majeures associées à la résistance au dolutegravir. Pourtant, ces patients n'avaient pas encore été switchés au dolutegravir, ce qui nous permet d'attirer l'attention des programmes nationaux sur l'impact ou alors de l'importance de suivre la résistance en même temps qu'on transitionne vers le dolutegravir. Si on regarde également l'impact de ces mutations, slide please, l'impact de ces mutations sur slide please, l'impact de ces mutations sur les médicaments antirétroviraux qui sont actuellement utilisés dans le cadre de notre programme de prise en charge, on se rend compte que l'efavirenz, qui est la principale molécule inhibitrice qui agit contre la principale molécule des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, était la plus impactée, notamment chez les patients avec une faible charge virale. Également, on se rend compte qu'il y a d'autres médicaments, notamment les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, qui eux aussi étaient très impactés par les mutations qui ont été identifiées, notamment l'amivudine, l'abacavir et l'azithromycine. Par contre, l'une des bonnes nouvelles qu'on a eues dans le cadre de ce travail, c'est que le tenofovir, les inhibiteurs de la protéase en général et le dolutegravir ont maintenu une très bonne efficacité, ce qui renforce ou supporte la transition vers les molécules à base de dolutegravir et d'inhibiteurs de la protéase en deuxième ligne ou en troisième ligne de traitement. En résumé, à l'issue de ce travail, on peut dire que notre slide please. À l'issue de ce travail, on peut dire que notre protocole a permis d'identifier une forte proportion de mutations de résistance chez les patients chez les participants avec une charge virale inférieure au seuil de l'OMS, ce qui montre que ce protocole présente plusieurs avantages. Non seulement le fait qu'il puisse être utilisé à la fois pour la détection des mutations de résistance dans la protéase, la reverse transcriptase et l'intégrase, mais également en second lieu, il permet également de déterminer la résistance aussi bien chez les participants qui ont une diversité génétique assez importante, mais également avec une faible charge virale. Et nous pensons donc que ce protocole peut être applicable dans notre contexte et peut servir pour l'amélioration du suivi des participants. Mais également, cela ouvre aussi d'autres perspectives dans la mesure où ce protocole a été employé en utilisant une amplification séparée du gène de la reverse transcriptase de la protéase et de l'intégrase, ce qui a pour conséquence d'augmenter les coûts et le temps de traitement des échantillons. Or, si on arrive à faire un test qui pourrait être réalisé en une seule réaction, cela pourrait être bénéfique. Dans un second temps, ce test doit aussi être adapté en fonction de la diversité génétique locale, parce qu'ici, nous sommes dans un contexte camerounais, il ne pourrait donc être extrapolé à l'ensemble des pays africains, par exemple, mais aussi et surtout, compte tenu du fait que la plupart des charges virales et des tests de résistance dans notre contexte sont encore réalisés à partir des DBS, il serait peut-être utile de tester ce protocole ou alors un protocole similaire ou l'optimiser pour les échantillons à base de DBS.
Et donc, je ne saurais terminer mon propos sans slide, please, sans remercier tous les participants à l'étude et leurs parents, les autorités camerounaises, les sites d'études, les organisateurs de la conférence et bien sûr toute l'équipe de recherche qui a participé ou a contribué à ce travail. Je vous remercie. Thank you, Armando, for again your excellent presentation. Trying to focusing on optimizing an in-house protocol, really aiming at detecting mutation and drug resistance on low-level, high and low-level viral load, and also looking at the implication that it will have on the treatment. We now, looking at the time, we have about 15 minutes. I want, if there are any questions from the floor to any of the presenter, or maybe also share your experience. I think ICASA is also about experience sharing from your respective countries. So what is the current situation in the country? On the first presentation, it was about looking at mutation and drug resistance in children living with HIV and AIDS in Benin. Second one came from the lab in terms of process, in terms of methodology. I don't know who wants to take the floor. Are they moving microphone around? We have mic around. If one of the volunteers could move mics, so yes, who wants to take the floor? I think I can see a hand, so behind. Introduce yourself, who you are, where are you coming from, and is it a question or is it a comment? Please, over to you. Thank you very much for your presentation. I'm Anton Sebastian Charles. I am from Tanzania. I'm working in the HIV drug resistance unit in the Department of Molecular Biology. The program has been implemented by the Management and Development for Health under the PEPFAR and CDC funding. So we are facing the challenge, especially when it comes to the issue of the integrase part and PRRT part. So I would like the presenters to share the experience, what they do when it comes with the problem of maybe the amplification part of both PRRT part and integrase. What the troubleshooting they are doing. Thank you. Let's take, I hope you heard the question, the challenge in amplifying the PR and then the inhibitor. Any other question? Just looking around, very technical. If there's no technical question, I really want us, so if somebody can also take the floor, share the experience. Yes, okay, there's another question. So thank you. Who you are, then what is the question? Thank you very much. I am Avelina Gokeng. I'm a virologist. I'm working for the Institute for Research and Development in France. It's my pleasure to be here and participating to this very nice session. And drug resistance is something on which we are working since a very long time with WHO and also other stakeholders as PEPFAR and also NRS that I'm representing here. Then I heard a colleague from Benin talking about the surveillance of drug resistance. I wanted to know two questions. And the first is, do you currently have a national surveillance program for drug resistance, even for adults in the country? Because there is a very great WHO program for implementing that in the countries. And there's also a technical group that can accompany countries to put that in place. Then I don't know if this is in place in Benin or not. And if not, we can also discuss about and see how we can work together on that. And my second question is, you were talking about
and new treatment or other treatment options for for infants. And I wanted to know what is the current stage of dolutegravir access or dolutegravir-based treatment access for children and perhaps adolescents in Benin currently. Okay, thank you. Okay, thank you. I think the questions are clear. You want to start troubleshooting in the amplification, PR, and then IN? Yes, please go ahead. Okay, thank you for your question. And yes, this is one of the issues that we were facing during when we were trying to set up this protocol. But first, when we have a problem with amplifying PR, RT, and integrase genes, the first thing is that we start with the primers, because in our lab we have primers that we develop, in-house primers that takes into account our local genetic diversity. And then when we are sure that the primers are good for our for our local genetic diversity, we can go back to the PCR condition, or also the mix of our reactions. As I said in this study, we also try to optimize our PCR protocol by modifying some of the items like magnesiums, also like the DNTPs in our reaction tubes. Also trying to optimize the PCR conditions, like the temperatures of our PCR and so on. So it really depends on what you have in your hands, and it depends also of maybe your experience, but based on of what we did or what we are currently doing in our lab, we first check the primers, and secondly, we try to optimize our PCR conditions. And most of the times, we are able to get the sequences. Thank you. Okay, thank you. I will suggest that the conversation continues, so in the corridor. So if you don't mind, and it's very interesting to see the good work being done in TZ. I've served in Tanzania for 5 years. I was there 2017, 2022, before moving to Nigeria. Maybe WHO, Abi, I'm looking at you. Abi? Yeah, I said the issue. I imagine, so sharing experiences across countries and then region in HIV/DR. So I think WHO being the lead also, it's something that we also want to take forward. So if this could be useful, there was an exchange here on how troubleshooting issues that they face in TZ. I'm sure many other countries are facing the same issues in HIV drug resistance. It's also something that WHO and technical partner may want to take, so as a follow-up at the regional level. Back to you in Benin, there were specific questions on whether there was a program for surveillance, and then the availability of the lithography regimen, both for children and then adolescents. Go ahead, please. Je vais répondre en français. D'accord. Au niveau pays, c'est vrai, on n'a pas un programme de surveillance, un programme spécifiquement dédié à la surveillance de la résistance aux antirétroviraux. C'est vrai, nous avons un programme de surveillance en général des maladies, mais bon, un service plutôt, je dirais, de surveillance des maladies, mais on n'a pas un programme dédié uniquement à ça. Et c'est l'occasion pour moi de faire un plaidoyer, c'est pour ça que je parlais d'appui. D'appui dans le sens de l'implémentation d'un programme ou d'un service, quelque chose quand même, une institution qui puisse nous permettre de faire correctement la surveillance de ces résistances-là, surtout au niveau des enfants, au vu des résultats que nous avons obtenus. Maintenant, par rapport à la disponibilité de la dolutegravir pédiatrique, c'est disponible au Bénin, c'est disponible et actuellement, on est en phase de switcher le maximum possible d'enfants sur cette molécule-là. Et c'est justement dans ce contexte que nous proposons qu'on surveille cette résistance-là, justement, des inhibiteurs d'intégrase, parce que si on switch, la peur est de revenir à une situation telle que celle des non-nus qu'on a connus ou qu'on connaît. Donc, idéalement, c'est de surveiller cette résistance-là par rapport aux instits, justement, chez les enfants. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si vous êtes satisfait.
I'm sure to your first question, concerned that you do not have a strategy, a national strategy, so to monitor drug resistance. I think it's something you may also want to take on board with partners. I'm sure INRS will be more than happy, so to partner and support you. I'm looking at the audience, which seems not to have any other question or sharing information. Yes, please. The mic, there's a hand up there, please. Mike? Can we have a mic over there, please? There's somebody who raising the hand. Thank you. My name is Joshua Trotta, and I am the General Manager of Global Health Equity at Thermo Fisher Scientific. A question that I have maybe, and it can be a follow-up for anybody in the audience, we had co-developed an HIV DR test that includes protease and reverse transcriptase with integrase coverage with the US CDC. And my group is really focused on enablement and deployment into low and middle income countries. So making tools available for access into Africa, Southeast Asia, and Latin America. And so I know there are people in the audience, and I saw some presentations using the technologies for Sanger sequencing as well as kits that we've developed. So I'd like to understand if there are limitations that are keeping people from being able to adopt it for routine utilization, not just for surveillance. I know cost was a factor in enablement of high quality solutions. So I'd love to hear from anybody that is still having challenges or is not aware of the solutions we're trying to enable with the US CDC. Thank you. Thank you. Have you got a booth in the exhibition? Yes, we do have a booth. It's again, Thermo Fisher Scientific. Okay. So it might be good, so I'm looking at the time. We need to bring the session to a close in 3 minutes. It might be good, so for those who are interested, so to link up with you on the boat and continue the conversation. I'm not seeing any hand. We need to bring the session to a close within what? Oh, sorry, there's another hand there, sorry. I'm Tapiwa Nasha from Newlands Clinic, working as a medical doctor for people living with HIV, about 7,500. I have a question towards the adolescents. If you have encountered many DTG resistance amongst the cohort you were taking care of. Thank you. DTG resistance. Alors, dans notre cohorte, comme je l'ai dit, les résultats que nous avons présentés tout à l'heure, c'est les résultats, les premiers résultats préliminaires. Donc, la suite de nos travaux, c'est de justement tester cette résistance-là vis-à-vis des inhibiteurs d'intégrase. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire que nous avons eu des résistances justement à la dolutegravir, mais dans un futur très proche, je pense que nous pourrons répondre à cette question-là. Merci. So the answer is, from the time being, not yet, but work in progress. They may be looking into that into the future. I want to end, it was a very technical session, I may confess. We had two excellent presentations, one in Benin looking at children living in HIV and AIDS, and then the occurrence of mutation and resistance, still high on the children who were not virally suppressed. And the second presentation, again, it was making sure that we can develop, adopt a protocol, so which ended up also coming to the results that both on high level of viremia or on low level viremia, high level of drug resistance up to 74%. It has implications on the treatment, as I said in the beginning. It has implication on the effectiveness. It has implication, so on the transmission. They also have the overall public health implication as we ensure that we put more people on treatment,
good suggestion in terms of recommendation, in terms of patient education, in terms of advocacy, in terms of developing policies, in terms of research and development, and patient counseling. It's an important topic. We are happy with the leadership that the WHO and other technical partners are providing, but we need to be aware of that as we scale up, as we put more people on treatment. I think